Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans Un esprit sain dans un corps sain, le podcast qui part du passé, des actualités et du futur, du genre du body horror dans les arts. Donc je suis ici avec Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir Raphaël, bonsoir tout le monde. Du coup, comme c'est le premier épisode, on a un peu, on a un peu voulu du coup vous présenter pourquoi est-ce qu'on faisait ce podcast-là. Donc bien sûr, on est tous les deux des gros fans de cinéma d'horreur, de musique extrême, et on avait envie du coup de retranscrire ces passions-là, de les communiquer notamment, de parler d'œuvres qui sont peut-être un peu moins sous les radars, pour un peu plus les mettre en avant et qui avaient cette thématique du corps en commun. Oui, et puis on est aussi deux amis, deux cinéphiles, comme tu l'as dit, qui adorons discuter ensemble, parler de nos impressions de spectateurs, de nos expériences de spectateurs. Et on a passé des heures à échanger, discuter, et un jour on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas partager justement ces discussions à un plus large public, sous forme d'échanges assez fluides, assez spontanés, comme nous, on aime les avoir à la sortie d'un film, à la sortie du cinéma, autour d'un verre. Donc c'est ça le but, des échanges entre deux passionnés, des amateurs, des fans, qui ont plein de choses à dire et plein de choses à découvrir. Voilà, donc de la passion, du partage et des tripes, c'est un petit peu le programme que vous allez avoir tous les mois, parce que ce sera effectivement un mensuel. Et en fait, comme premier film dont on voulait parler, c'est un peu un hasard, il s'appelle Thanatomorphose, et on s'est dit que ce serait le film parfait pour démarrer ce podcast. Mais pour ça, du coup, je vous laisse avec Fanny qui va vous faire une petite intro. Alors je vous préviens, je suis la caution France Inter de l'émission. C'est parti. D'Eros à Thanatos, apparemment il n'y a qu'un pas. Éternel duo, binôme aussi oxymorique qu'inséparables, entrelacés dans une lutte permanente. Thanatos, c'est la mort en grec. Et elle est directement inscrite dans le titre du film qui nous intéresse ce soir, Thanatomorphose. Comme si celui-ci avertissait d'emblée le spectateur. Thanatomorphose, mot construit, créé, fabriqué, qui fait se rencontrer Thanatos, la mort donc, en grec, et Morphée, la forme, qu'on retrouve, je sais pas, par exemple dans le mot métamorphose, morphologie. Si on recourt donc à l'étymologie, on peut le comprendre comme la forme de la mort, l'apparence de la mort même peut-être. Cette construction savante, qui joue avec les mots, introduit cette dimension graphique, voire plastique, qui fait entendre la forme, les contours et la matière. Et donc Thanatomorphose nous fait entendre du même coup le body horror en puissance, et contient en lui-même, d'une certaine façon, tout le film. Merci beaucoup Fanny. Donc Thanatomorphose est un film réalisé par Eric Falardeau en 2012, qui est quasiment autoproduit, donc il a d'ailleurs été tourné au Québec. C'est un film québécois mais anglophone. Et donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme nommée Laura, qui après, même dans le cadre d'un rapport toxique et sexuellement assez brutal avec son petit ami, se voit son corps se mettre à pourrir comme un cadavre, du coup, voilà, d'où le titre effectivement, petit à petit. C'est un film qui a gagné une espèce d'aura un peu culte, notamment par ses différents passages en festival, dont celui de Stige quand il est sorti, et qui, en fait, petit à petit, a commencé à avoir une sorte d'aura un peu parmi les fans de body horror, et qui même d'ailleurs ressorti il y a pas longtemps en DVD et Blu-ray dans une édition collector chez ESC. Et aussi, c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a connu, puisque de base, on doit vous faire un peu une confidence. Ça ne devait pas être le premier film dont on devait parler. On devait parler à la base d'un duo de films dont on parlera sûrement plus tard. Voilà, on garde un peu le mystère pour le moment. Mais c'est en voulant voir un film dont on comptait parler sur la plateforme Shadow, c'est pas un placement de produit, hein, même si un jour peut-être on aimerait bien, mais on a vu du coup une affiche pour ce film-là, et en fait on connaissait un peu la réputation, et on s'est dit, bah essayons. Ouais, justement, j'aimerais bien évoquer cette fameuse affiche. La première image que j'ai vue du film, elle est très marquante. En tout cas, elle saisit le spectateur d'emblée, ou en tout cas le spectateur curieux. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à une affiche de film. Je sais pas ce que t'en penses. J'avais plutôt l'impression, et on y reviendra plus tard quand on discutera plus profondément de ce film, j'avais plutôt l'impression d'avoir affaire à une affiche d'un film d'animation ou je sais pas, d'une sorte de photomontage.
En tout cas, on n'avait pas l'impression d'avoir affaire à une actrice, puisque c'est l'actrice du film que l'on voit sur alors l'affiche, l'image en tout cas qui nous est présentée sur Shadows, est déjà dans un état très avancé de décrépitude, on peut le dire ainsi. Et du coup, on reconnaît pas du tout, on n'a pas l'impression d'avoir affaire, oui, c'est ça, un film live. On a l'impression, moi j'ai pensé directement au film d'animation. Oui, c'est vrai que petit à petit, on pourra en reparler, on va vraiment essayer de divulgacher, spoiler le moins possible. Mais voilà, le film est quand même sorti il y a assez longtemps, donc voilà, on vous encourage surtout à aller voir. Mais de toute façon, vous connaissez déjà la fin, hein, puisque c'est le principe du film, c'est que voilà, ça elle se décompose. Et justement, cette dimension d'animation est de plus en plus présente, genre justement, au fur et à mesure du film, et cette dimension très picturale aussi. D'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il y a justement une autre affiche du film, et on pourra aborder cette dimension-là qui est très importante. C'était en fait, bon, du coup, pour faire un peu un contexte, c'est notre Laura est quelqu'un qui, disons, subit un peu sa vie. Enfin, elle est dans un état un peu dépressif, qui justement a l'air assez avancé, un petit peu de presque dans un entrée nihiliste. Et elle voit notamment une espèce de tache qui ressemble un peu à une tache d'humidité de base, avec justement la peinture du mur, du plafond qui commence à un peu s'ouvrir, ce qui fait d'ailleurs penser naturellement dans le film à d'autres choses, à un endroit du corps, n'est-ce pas? Et justement, c'était également l'affiche du film, très pictural aussi, très quelque chose qui a un côté assez arty. Très sobre aussi. Oui, très, très sobre aussi, et côté très minimal, on pourrait aussi j'en reparler. Et voilà, donc justement, peut-être pour démarrer un peu voilà, notre analyse du film avec ce côté un peu intérieur-extérieur, comme si au final sa décrépitude intérieure était déjà visible finalement dans son appartement, parce que aussi c'est un huis clos, c'est important de préciser, donc justement l'évolution par rapport à son environnement est capitale dans le film. Donc voilà. Oui, tout à fait. Un environnement. Attends, pardon. Le... Ce que tu dis sur ce rapport intérieur-extérieur, le huis clos, tout est très condensé dans le film, tout est très resserré. Et ça devient, vous vous en doutez, assez suffocant. Et cette tâche qui devient progressivement, ouais, on peut le dire, une fente, va matérialiser, préfigurer aussi ce qui va advenir du corps de notre personnage principal. Et tu parlais de divulgachage tout à l'heure, de spoil. Finalement, tout est déjà contenu, on le disait un peu dans le titre du film. Et on voit tout à fait ce qui va se dessiner. En tout cas, la chute du personnage, sa trajectoire, on peut l'anticiper. Et tout l'environnement extérieur du personnage va refléter, comme tu le dis très bien, son état intérieur. La peau ne devient plus qu'une frêle barrière. Et par là, on vous tease un peu, puisque la peau risquera d'être l'un de nos sujets, peut-être pas de prédilection, en tout cas un sujet qu'on aimerait traiter, dont on aimerait parler. Et oui, tout s'intrique extrêmement intimement, puisque c'est aussi un film qui parle de l'intime. Intimous, c'est encore une fois la caution France Inter, ce qu'il y a de plus intérieur. Et tout l'environnement, la maison, le cadre, la chambre, va suinter progressivement et voilà, va évoquer ce qui se passe très certainement à l'intérieur de notre personnage, d'autant plus que le film se ressent tellement sur elle-même qu'il comporte finalement assez peu de dialogue. À partir de la deuxième moitié du film, on n'a quasiment plus de dialogue. Donc on n'a plus accès à cette dimension verbale. Il va falloir qu'on se focalise sur la chair, il va falloir qu'on se focalise uniquement sur l'image, ce que vont nous dire les images, et pas les propos. Et donc on n'a pas accès à l'intériorité psychique du personnage. Tout va être traduit par cette matière, par les murs, par la peau, par le corps. Oui, oui, très, très, très juste. Et puis d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit au tout début, sur le côté, au final, il n'y a pas vraiment de spoil. En fait, c'est vrai que comme d'emblée, on comprend un peu ce qui se passe et ce qui va arriver, il y a un peu ce côté, un peu aussi dans une forme de fatalité. C'est-à-dire qu'au final, bah, oui, on sait qu'à la fin, bah, ça va pas bien se finir. Bon, c'est un film d'horreur, hein. Enfin, d'ailleurs, c'est aussi en question. Je sais que Eric Falardeau, il considère pas forcément ça comme un film vraiment d'horreur à 100%. C'est un peu ambigu. Et d'ailleurs, par rapport à ça,
justement, il y a une dimension, comme tu dis, avec très peu de dialogue. Ça nous a fait penser au début, ce qui d'ailleurs peut un peu rebuter. C'est pour ça qu'il faut un peu c'est aller par le rythme du film qui est assez lent et assez contemplatif, à un côté très documentaire. Et Eric Falardeau, justement, c'est quelqu'un qui a fait, qui a un parcours universitaire assez important et qui a fait notamment un mémoire sur le rapport entre l'esthétique du gore et l'esthétique du porno. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il prend vraiment ces angles-là sous un aspect très fluide, très analyse du corps et surtout très documentaire par rapport au corps. Et donc, en fait, c'est un film qui a quasiment finalement un aspect très documentaire sur voilà, une lente décomposition de la peau et finalement, qu'est-ce que ça indique sur un état de décrépitude mentale, bien sûr, et voilà, sur un rapport au corps qui est assez instrumentalisé, assez frustré, notamment la sexualité est quand même présente dans le film, mais de façon très abstraite et aussi très punitive, quand même beaucoup, y compris dans les actes de masturbation qu'elle se fait. On sent qu'il y a un peu ce truc de. Finalement, le film est très stréniste, euh, elle essaye de manière son rapport au monde par la sexualité de son corps, mais c'est déjà presque trop tard dans le sens où son état finalement de décrépitude intérieure est tellement avancé que voilà, ça c'est déjà presque trop tard quoi. Ouais, complètement. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la sexualité, puisque c'est malgré tout l'un des thèmes centraux du film. Sexualité, esthétique pornographique, oui, dans une certaine mesure, même si je ne suis pas experte du tout du genre. Donc traité avec ce côté extrêmement documentaire, très froid, très brut, pardon. Il n'y a aucune, paradoxalement, érotisation du corps, alors que, on le disait en intro, Eros, Thanatos, c'est deux notions, pulsion de vie, pulsion de mort, pulsion de vie à travers la sexualité, pulsion de mort, pulsion autodestructrice, force destructrice du psychisme, qui vont de pair, qui vont ensemble, et le film les traite, et pour autant il n'y a pas d'érotisme. Et la sexualité, je suis d'accord, est en partie abstraite, mais aussi extrêmement concrète. En tout cas, on a affaire à des scènes, on assiste à des scènes de sexe qui sont brutales, et d'un autre côté, elles ne sont pas mises crûment sous les yeux du spectateur, mais on les saisit, on les ressent, elles existent, et elles vont avoir une incidence à chaque fois sur le corps de Laura, c'est ça. Et donc elles constituent aussi des jalons dans son parcours. Et à chaque fois, on va gagner un cran, on va franchir un cran dans l'horreur, dans le stade de décrépitude, de pourrissement finalement. Et cette sexualité, tu l'as très bien dit, effectivement, elle a quelque chose de punitif. La sexualité, oui, c'est une pulsion de vie, ça peut être une manière de se réapproprier son corps quand c'est beau, quand c'est consenti, quand c'est un acte d'amour, par exemple. L'amour n'est pas du tout présent Non, dans ce oui. film, absolument pas. Alors oui, il est vraiment pas du tout présent, parce que même ouais, on tient à faire un peu un trigger warning, quelque chose qui n'existe pas trop dans les films d'horreur souvent, parce qu'il y a un peu ce cul de l'extrême, mais c'est quand même important de préciser, voilà, bien sûr, il y a des violences sexistes et sexuelles montrées de façon assez crue, et aussi ouais, un rapport aux hommes dans le film qui est quand même assez on pourrait dire triste à minima, c'est que voilà, sa seule façon vraiment d'espérer une espèce d'interaction et d'attention des hommes qu'elle a, c'est au final par la sexualité, mais qui est vraiment perçue comme étant quelque chose presque de quasiment désespéré quand elle le fait. Et, et voilà, je vois avec marqué film misandre, et c'est vrai que c'est intéressant comme approche. Enfin, vas-y, tu peux développer là-dessus d'ailleurs. Mais oui, c'est assez étonnant finalement parce que j'avais pas réalisé que le film était paradoxalement si vieux, 2012. C'était il y a pas si longtemps. Et au regard du sujet qui est traité, les violences sexistes et sexuelles, le corps féminin, bon, on pourrait dire d'une certaine façon un éternel sujet, une constante réécriture. Mais l'approche, comme tu le dis, des hommes, la considération, la conception, l'écriture des personnages masculins a quelque chose d'assez misandre. Donc la misandrie, c'est le revers négatif, le pendant négatif de la misogynie. Et les personnages masculins sont absolument pas, alors certainement pas glorifiés, mais sont montrés comme voilà, des agents de la mort, des responsables
directe de cette déchéance du corps de Laura et de sa déchéance tout court d'ailleurs. Oui, et puis c'est intéressant d'ailleurs parce que, enfin, justement, alors, souvent quand j'essaie un peu de rapporter les propos d'Éric Falardeau sur son film, c'est dans le cadre d'une interview qu'il a faite sur la chaîne de Christophe Mauquin, que je vous invite à aller voir parce qu'elle est vraiment super. Et en fait, il dit que voilà, ça a été une femme, mais au final, c'est un peu aussi quelque chose qui se rapproche un peu de lui. Évidemment, ce qui a l'air de dire qu'il puise un peu ses films sa propre expérience. Mais visiblement, il n'y avait pas l'air de mettre un point d'honneur sur le côté femme et homme, même si je trouve que c'est quelque chose effectivement qui est bien présent dans le film. Et qui doit dénoter d'un certain rapport au monde, à la sexualité, au corps que peut-être lui-même a, hein, parce que je connais pas sa sexualité, voilà, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, je voulais aussi un peu rebondir sur autre chose, parce que là, du coup, on a un peu vu, on a un peu, voilà, on s'est un peu rafraîchi la mémoire sur le film juste avant de tourner. Et il y avait une dimension qui t'avait beaucoup intéressé, parce que le film est très plastique, comme on a vu, comme on a vu déjà. C'est sur la sculpture qu'elle a fait, parce qu'en fait, c'est quelqu'un, Laura, qui est une sculptrice, qui d'ailleurs a beaucoup de mal à faire sa sculpture, une espèce de sculpture un peu de tête humaine, mais qui, on pourrait dire bon gré mal gré, va pouvoir avancer à cause de son état de zombification. Donc voilà, si justement tu veux dire quelque chose dessus, je te laisse la parole. Merci. Là, ce qui me vient, c'est rapprocher peut-être cette sculpture en cours de création, en cours de réalisation, de cette fameuse fente qui apparaît au mur, que l'on voit au début du film. Puisqu'on le disait, le film est ultra resserré sur lui-même. Il y a peu de motifs, mais les motifs qui sont présents sont extrêmement saillants. Et malgré cela, ne serait-ce qu'en revoyant quelques images du film, on s'est dit ah oui, il y a ça, il y a cet élément aussi, sur lequel le réalisateur semble faire des focus. Et à l'instar de cette fente au plafond, eh bien la sculpture qui est en cours va elle-même, alors à la fois se former, prendre forme et se désagréger en même temps. On est toujours sur cette double dynamique de destruction, mais aussi de mise en forme de la destruction, donc de thanatomorphose. D'ailleurs, j'ai fait une erreur tout à l'heure sur le titre, même si on garde bien sûr l'idée de mort, c'est juste pas Thanata, mais bien Thanatos. On l'entend encore mieux d'ailleurs. Effectivement, Laura va chercher à faire prendre forme à sa sculpture, mais elle n'y parviendra pas, mais à mesure qu'elle s'auto-détruit, puisqu'on est dans un processus d'autodestruction aussi, quelque chose qui la dépasse, qui est extérieur, mais aussi un processus interne et aussi quelque part un peu volontaire, eh bien oui, cette sculpture va prendre forme et se déformer en même temps et va prendre aussi la forme de Laura, en tout cas va refléter son état, là encore intérieur et extérieur à un moment donné. Bon, je pense qu'on peut spoiler, elle va lui adjoindre, elle va essayer de lui coller, il me semble, hein, peut-être que ma mémoire est un peu floue, des morceaux d'elle-même. Et donc on va avoir affaire à quelque chose de complètement composite, cette sculpture qui devait avoir plus ou moins peu ou prou forme humaine, quelque chose de figuratif va devenir complètement abstrait, complètement destroy. Oui, puis c'est marrant parce que effectivement, hein, je confirme, elle fait effectivement ça. Elle met, je crois, des cheveux. Elle met effectivement un bout sur son oreille, puis ça. Et d'ailleurs, qu'elle conserve d'abord dans du formol, dans des petits bocaux, si je me trompe pas aussi. Et c'est assez marrant, enfin marrant. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme pour parler du film, hein, mais il y a cette dimension de à la fois, elle fait un art qui reste, qui est censé rester, en même temps, elle lui met quelque chose qui est en train de pourrir, qui est en train un peu de se désagréger. Donc c'est marrant, c'est comme si c'était un peu une espèce, je sais pas trop comment interpréter, mais une espèce un peu de tentative, soit un peu d'essayer de conserver le maximum en fait d'éléments corporels d'elle, ou soit peut-être de encore plus montrer cette impermanence. Voilà, mais ça c'est quelque chose, j'ai pas la réponse, hein. Mais, euh, mais du coup, de ça, on pourra reparler un peu de cette dimension assez picturale, en fait, vers la fin, quand on parle un peu des œuvres ou des artistes avec lesquels on a trouvé une forme d'écho. Et pour un peu continuer sur ce côté plastique, c'est très intéressant, justement, on mentionnait un peu avant, la façon dont les scènes de sexe sont filmées, notamment la scène d'intro, qui quand même, quand on commence le film, on est assez...
comment dire, interloquée, un peu mise mal à l'aise, mais dans le bon sens du terme. Il y a quelque chose de très distordu avec une sorte de filmé en très gros plan, en caméra thermique. On voit vraiment des images très hardcore comme ça, enfin qui sont un peu, mais vraiment mises de façon très picturale avec une bande son aussi très noise. On en parlera aussi à la fin. Mais je te vois, tu veux réagir. Ouais, carrément, complètement. Euh, Tu dis aussi, oui, c'est très cru, ces premières images, mais au tout départ, de par ce choix de médium, de filtre infrarouge et thermique, donc on a des effets de couleurs très, très, très vives, eh bien au début on ne sait pas trop ce à quoi on a affaire. Le spectateur, c'est comme s'il ouvrait les yeux et il essayait de distinguer des formes, en tout cas de distinguer des choses réelles, là encore figuratives, dans cet amas de formes et d'images quasiment abstraites. Et puis progressivement, on comprend qu'on a affaire à une scène de sexe. Et là, on la voit, oui, de façon assez brute, mais toujours avec ce filtre infrarouge et thermique qui nous met à distance d'emblée de cette scène de sexe. Elle est pas choquante, elle est pas gênante à voir. Et c'est vrai que la scène prend du temps, mais on n'est pas face, par exemple, à une scène pornographique du tout. Et il me semble que juste après, on voit le titre du premier chapitre qui s'affiche à l'écran. Qui est Desper. Désespoir. Donc, et qui est marqué comme s'il était gravé, d'ailleurs, dans un coin de l'écran, en bas à droite. Oui, oui, d'ailleurs, oui, c'est marrant ce système un peu de chapitrage qui a un grand rapport à soi, notamment je crois que le dernier, d'ailleurs, ça s'appelle, je crois, Face à soi. Donc il y a un peu ce côté un peu de prise de conscience vers la fin de son état, et du coup c'est un peu là d'ailleurs où son état un peu s'arrête, parce que peut-être qu'elle commence un peu à se rendre compte et à se regarder dans le miroir pour voir en fait à quel point est-ce qu'elle va pas bien, parce que je pense qu'il y a ça, il y a ce côté très, encore une fois, intérieur et extérieur, où voilà, au début elle est dans le déni complet, et après elle se rend compte progressivement de tout ça. Et aussi c'est vrai que c'est intéressant quand tu parles de mise à distance, parce que c'est vrai que durant tout le film, la façon dont c'est filmé, il y a quand même ce côté très mise à distance des corps, mise à distance un peu des actions, ce côté finalement très dépressif, encore une fois, dans la façon de mettre en scène, voilà, qui incarne bien au final un peu ce qui, pour moi, un peu pour un peu synthétiser, fait un peu l'intérêt du film, c'est que finalement c'est un film voilà, où un peu faut rentrer dedans au début, mais qui a cette dimension justement qui incarne parfaitement cet état dépressif, cet état très nihiliste en fait, de quelqu'un qui finalement subit un peu malheureusement sa vie, et qui n'a pas d'autre choix, ou c'est un peu presque trop tard pour en fait changer d'état, et qui finalement se met à imploser. Enfin voilà, voilà. Euh, et c'est un peu ça finalement où je trouve où est vraiment l'intérêt du film, c'est ce côté un peu à réussir à représenter de façon très body horror, n'est-ce pas, cette dimension-là. Donc voilà, qu'est-ce que toi d'ailleurs en termes vraiment de qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué, déplu dans le film d'ailleurs? C'est difficile de lui trouver des défauts. Il en a, hein, certainement. Euh, Est-ce que c'est un film, par exemple, devant lequel j'ai pris du plaisir? C'est une vraie question. C'est un film où j'ai pris du plaisir au sens, la preuve en est de ce podcast. On a l'impression qu'on n'a jamais fini de l'analyser, d'en parler, de le creuser. Néanmoins, c'est un film qui est tellement froid. Toi-même, t'as Mm. dit, on dirait un film autrichien, avec bah voilà, cette extrême mise à distance, qu'on on est à la fois en empathie avec le personnage, mais comme elle perd de son humanité, comme elle se déshumanise, pour être en empathie, on peut être en empathie, je viens d'y penser éventuellement avec un animal, mais l'empathie c'est d'humain à humain. Et comme elle finit par se départir de cette humanité, à la fin, je pense qu'on perd cette empathie et on finit par être pleinement détaché, à observer le film comme une sorte de grande œuvre d'art contemporaine et comme si on progressait dans une sorte de musée, c'est ça, qui se délite progressivement. Donc j'ai fini par aborder le film, non plus comme tant un film, mais oui, peut-être plus comme un documentaire, une œuvre plastique. Et oui, paradoxalement, je crois que j'avais moins une émotion de spectatrice de cinéma sur la fin.
J'aimerais aussi traiter d'un point qui est bien sûr relié à tout ce qu'on dit par rapport à cette dimension plastique, picturale, et qui paraît aussi peut-être évidente par rapport à tout ce qu'on raconte. La représentation du corps nu du personnage. Effectivement, on parle de sexualité, on parle d'intimité, on parle de personnages qui se délabrent, donc nécessairement ça va impliquer la nudité. Ah oui, voir quelqu'un qui se délabre habillé, c'est moins intéressant. Et ne serait-ce que pour voir, découvrir les stigmates et l'évolution de ces stigmates sur le corps, eh bien il faut qu'il y ait la nudité. Donc l'actrice est à poil les trois quarts du film. Et ça c'est génial parce que elle est filmée non pas comme un corps, en tout cas le corps n'est pas érotisé, on en a discuté. Elle est vraiment vue comme dans son... Ouais, elle est saisie dans son quotidien et dans son immédiateté. Elle est prise pour elle-même. Et à la fin, on ne la voit même plus nue. En tout cas, c'est pas quelque chose qui nous surprend. C'est pas quelque chose qui est rendu aguicheur, racoleur. Pas du tout. Oui, et alors, c'était beaucoup de choses hyper intéressantes, notamment sur le côté déshumanisation, j'aimerais rebondir là-dessus. Parce qu'en fait, c'est marrant, mais ça m'a fait penser, parce que c'est vrai qu'on voilà, on l'a pas mentionné au début, mais du coup j'en profite pour faire maintenant. Le body horror, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc, en fait, donc, au fait, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un sous-genre du cinéma horrifique et même du cinéma gore qui a vraiment connu entre guillemets cinématographiquement un peu vraiment un peu pas son heure de gloire, parce que la preuve des films comme The Substance montre que récemment que ça marche encore super bien et qu'il y a plein de trucs super qui sont faits. Euh, mais voilà, avec notamment Cronenberg, voilà, qui est un peu le pape du body horror comme on dit, mais ça remonte très très loin, et ça remonte notamment vraiment, voilà, et j'ai l'impression que les experts se mettent un peu d'accord sur qu'une des premières apparitions vraiment du body horror, c'est avec Frankenstein de Mary Shelley, et qui a toujours ce côté un peu interroger l'humanité, interroger ce qui fait nous en étant humains. Et j'ai l'impression que ce film-là finalement revient un peu là-dessus, aussi bien d'un point de vue presque comment dire, philosophique, avec ce côté voilà, quand on n'est que souffrance, quand on subit, quand finalement on se détache de sa propre vie, est-ce qu'on est vraiment encore humain? Et aussi d'un point de vue physique, complètement, de à partir de quel moment est-ce qu'on va considérer comme étant encore humaine, au final, voilà, dans justement ce stade qui à la fin ressemble à une espèce plus de voilà de charogne, voilà, un peu d'amas de chair complètement, on est vraiment là-dedans, et de toute façon je pense que c'est quelque chose qu'on va vraiment réaborder dans de prochains épisodes, parce que c'est vraiment hyper prolifique, et c'est pour ça qu'on a vraiment choisi ce film de base, c'est qu'on s'est dit voilà, entre rapport à la sexualité, au corps nu, entre ce rapport-là à la chair, à la peau, euh, voilà, à la maladie aussi, à la destruction, à l'autodestruction du corps, au final, c'est presque quelque chose d'hyper synthétique sur toutes les Carrément. thématiques qu'on va aborder plus tard, voilà. Et est-ce que tu as quelque chose du coup à rajouter peut-être avant qu'on passe un peu à nos mises en miroir, on pourrait dire? Non, le terme que tu as employé, synthétisé, synthétique, c'est exactement celui qui me venait en tête. Tu l'as extrêmement bien expliqué. C'est un film qui condense tout et donc qui se prêtait parfaitement à cette introduction, à ce podcast liminaire introductif pour la suite sur le body horror. Et puisque dans le body horror, on peut l'ajouter, il est question des violations et des violences que porte le corps ou qui sont infligées au corps, que ce soit d'un point de vue physique ou même psychologique. Et là, on est carrément dedans. Donc, on est dans un film complètement expérimental, selon moi, sur le body horror et qui va venir, c'est ça, on pourrait le terminer là-dessus pour parler du film, synthétiser, condenser, résumer les grandes thématiques du body horror. Mais effectivement, je pense que est-ce qu'on le conseillerait à des non-initiés, même s'il est synthétique et qu'il se prête très bien à une introduction de podcast, est-ce qu'il se prêterait à une introduction, en tout cas pour quelqu'un qui voudrait découvrir le body horror? Je ne sais pas. Ça mérite peut-être d'avoir digéré d'autres références, d'autres films plus abordables.
Oui, comme par exemple, j'ai envie de dire, je sais pas si tu d'accord, mais vous voyez, par exemple, La Mouche, je pense que c'est quand même un bon Oui, point, un très bon point de départ. Et de toute façon, je pense qu'on abordera le The cinéma Thing. de Cronenberg. The Thing, effectivement, complètement The Thing. Là, on cite les grands classiques. On citait classique, mais c'est bien de commencer par, par des classiques, parce que c'est un peu comme ça. Voilà, mais après, c'est un film quand même, enfin, je sais pas, mais peut-être pas effectivement à des personnes non initiées, mais qu'on recommande vraiment, Mm. parce que voilà, faut juste se laisser un peu porter par ce rythme-là et par la contemplation finalement de la chair qui pourrit. Enfin voilà, c'est quand même un beau film, je trouve. Complètement d'accord, c'est un beau film. C'est bah, là aussi l'esthétique de la laideur, le beau dans la laideur, le beau dans l'autodestruction. C'est les éternels thèmes et ce film qui est sans, comment dire, pas sans fierté, qui est sans orgueil aucun, qui est très humble finalement, et ben, il poursuit tous ces questionnements-là avec beaucoup de simplicité. Tu l'as dit, je crois, c'est un film à tout petit budget et ça se ressent, mais c'est ce qui fait, oserais-je dire, son charme, en tout cas son authenticité aussi. Oui, oui, complètement. Et c'est ce genre de film qu'on a vraiment envie de mettre en avant ici. Voilà, c'est que même si, encore une fois, il y a peut-être un peu certaines réserves, plus par rapport au début du film et à son rythme, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un film qu'on a quand même beaucoup apprécié tous les deux. Et voilà, donc voilà, sauf si en fait tu as un peu d'autres choses à rajouter, je pense qu'on peut passer à la séquence un peu, voilà, mise en perspective, mise en reflet. Donc rebonjour, rebonsoir. Donc voici la séquence un peu voilà, mise en perspective, mise en reflet, ou un peu le but aussi de ce podcast-là, c'était parce que comme on aime chacun chacune différents types d'art et qu'on adore surtout les croisements, ouais, c'est ça. Et ce film-là incarne vraiment bien en plus cette idée-là. Donc on a toutes les deux pensé à des œuvres, à des tableaux, à des sons qui sont entrés en résonance. Et je te laisse du coup commencer avec ta mise en résonance, Fanny. Merci. Alors tout à l'heure, on évoquait pour rire l'Autriche, le côté film autrichien. Eh bien, ça tombe bien parce que l'auteur, ou plutôt l'artiste, qui m'est immédiatement venu en tête pendant le visionnage du film, même pas a posteriori, quand je recherchais d'éventuelles références à mettre en écho, mettre en résonance, comme tu dis très bien. Ah non, ce qui m'est venu d'emblée, c'est un de mes peintres préférés qui s'appelle Egon Schiele, un peintre autrichien de la toute fin du 19e siècle, ou plus exactement début du 20e siècle, même s'il n'a pas vécu très longtemps, c'est normal, c'est un peintre autrichien expressionniste. Ça paraît normal. Et je ne sais pas si vous avez déjà pu fréquenter un peu les œuvres d'Egon Schiele. Il y a beaucoup de nus, comme pour beaucoup de peintres, hein. Effectivement, le nu, grande thématique de l'art, pareil, on n'en fait jamais le tour. Et ce qu'il a amené, je crois, sans être spécialiste, c'est cette espèce d'érotisme hyper froid, ou justement d'anti-érotisme. L'ensemble des peintures d'Egon Schiele dans la représentation du corps féminin, et pas que, parce qu'il y a aussi des nus masculins, désamorcent cet érotisme, cette érotisation, alors que pourtant, on a des corps montrés dans des postures extrêmement explicites, même parfois on voit des sexes féminins plutôt voilà, très visibles, la poitrine, et au-delà de ça, on voit effectivement les côtes, on voit les os, on voit la musculature, on voit des personnages émaciés, et c'est extrêmement beau. Enfin, je trouve que c'est absolument foudroyant comme peinture. En tout cas, moi, ça m'a toujours bouleversée. Il y a aussi cette espèce de teinte un peu jaunâtre des peaux qui contiennent la maladie. Et c'est probablement ça. On n'a pas trop longtemps parlé de la maladie dans le film, de la maladie dans le film Thanatomorphose, mais quelque part, bon, bah, c'est un sujet qui est immédiatement lié à la mort, à la décrépitude, donc oui, il lui est intimement lié. Et oui, j'ai vu à travers ce personnage féminin de Laura une sorte d'épigone, de figure un peu voilà, de ces peintures de Schiele qu'on aurait pu retrouver, alors peut-être pas dans la dernière partie du film, mais du moins dans la première partie, quand elle erre comme ça, nue dans son appartement, dans son intimité, sans,
voilà, sans être érotisé, avec ces marques qui progressent doucement. Et voilà, dans cette espèce de tristesse aussi, tu parles beaucoup de dépression, tu parles beaucoup de nihilisme, il y a de ça, il me semble, dans les peintures de Schiele. Donc je n'ai même pas de titre précis à vous donner. Allez vous promener dans les galeries sur Internet, les galeries d'Egon Schiele. Et vous verrez aussi que dans les postures, le choix de l'attitude de ces nus, il y a quelque chose qui nous rappelle aussi le film. On n'est pas du tout dans une réification du corps féminin, mais néanmoins, voilà, et on peut avoir des morceaux de corps avec je sais pas, des fesses en gros plan, parfois des aisselles. Je vous parlais effectivement des sexes féminins. Donc on n'est pas dans une recherche de mise en valeur du tout. On saisit les corps dans une espèce d'immédiateté, de crudité, et il y a de ça complètement dans Thanatomorphose et dans leur maladie, dans leur fébrilité. Bah, merci beaucoup Fanny, ça donne vraiment envie d'aller voir ces œuvres. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a quand même des tableaux qui sont exposés dans pas mal de musées, je crois, même à Orsay, non? Il y a, doit y avoir peut-être enfin, je sais pas, mais Je reconnais que je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'occasion, la chance de voir des tableaux de Schiller. Ah oui, parce que je n'ai pas un très bon accent allemand, vous l'aurez remarqué, donc je dis Schiele, mais peut-être qu'il faut dire Schiller. C'est l'occasion d'aller se renseigner. Je connais un peu Orsay, mais écoute, j'irai arpenter. voilà. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est aller se perdre dans les galeries, qu'elles soient virtuelles ou physiques, c'est très important. Et donc, de mon côté, j'avais pensé tout de suite, dès vraiment le première scène du film, ça m'a aussi un peu réveillé une de mes grandes passions, qui est la musique noise. Donc noise, littéralement bruit. Voilà, donc l'idée de la musique noise, c'est justement de faire de la musique avec des sons qui sont pas musicaux. Donc ça peut être des sons très industriels, comme en plus ce qui est le cas dans la bande son du film. Ou aussi voilà, des sons stridents, voilà, des sons déplaisants à l'oreille. Et donc déjà ça a un impact directement physique, c'est-à-dire que vraiment la musique noise est souvent jouée à très fort volume, donc justement l'idée c'est vraiment de percuter le corps, de créer un état d'inconfort complet par la puissance du son, par la nature des sons qui sont utilisés, mais aussi dans les thématiques, il y a beaucoup d'artistes qui justement aborde la question du corps, même vraiment dans les débuts de la noise. Par exemple, un des grands artistes de Arch Noise, c'est Merzbow, qui est un artiste japonais, qui au tout début faisait, enfin disons, la musique voilà, de prestations de bondage et de cet art japonais justement du bondage. Charivari, ça, oui, non, pas Charivari. Fanny est gentiment en train en fait de voir ce nom qui m'échappe. Shibari, voilà, Shibari. Wow, le Shibari du Je suis coup. partie dans le carnaval, Dans le moi. carnaval, oui, j'ai l'impression Charivari, Shibari, oui, c'est un peu un Charivari des fois le Shibari. Bref, donc on arrête les jeux de mots. Et donc du coup, pour revenir à un sujet beaucoup moins drôle, on va aborder, mais un travail incroyable, le travail de Pharmakon, qui est une artiste new-yorkaise de musique noise, qui s'appelle de son vrai nom Margaret Chardier, ou Chardy, je ne sais pas non plus comment ça se prononce, hein, je n'ai pas non plus un très bon accent, je sais pas, Margaret Shibari. Je ne sais, ouais, en vrai, je ne sais même pas s'il y a un des liens avec justement les liens. Ah bah oui, après c'est infini, c'est beau. Donc, justement, ça m'a tout de suite pensé à son travail pour une raison très simple, c'est qu'elle aborde aussi la thématique de la destruction du corps par lui-même, un peu aussi contre la volonté humaine, et un peu finalement ce que ça indique aussi sur l'état un peu humain, sur finalement qu'on est un peu voilà, des morceaux de chair qui sont condamnés à pourrir, avec son album qui est un peu plus connu, qui s'appelle Bestial Burden, qui en fait traite une maladie auto-immune qu'elle avait, je ne sais pas d'ailleurs si elle l'a encore, mais en tout cas qu'à un moment de l'album qu'elle avait, elle aborde vraiment sans filtre, à coups de grands cris, à coups vraiment de musique assourdissante, de constater à la fois que son corps lui échappe complètement, et aussi d'à quel point est-ce que du coup elle est un peu esclave de son corps en fait, et des souffrances de ce dernier. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi que je vous invite beaucoup à aller voir en concert, voilà, parce que c'est toujours quelque chose de fou à voir, les artistes de noise en live.
C'est assez court, extrêmement bruyant, donc prenez des bouchons. Mais voilà, toujours très très viscéral et très très avec une force aussi émotionnelle très froide et très brute. Et ouais, je te tends du coup pour que tu puisses voir voilà, son nom. Et voilà, elle a d'ailleurs sorti il n'y a pas longtemps un album chez Sacred Bones Records qui s'appelle Maggon Mask, que je vous conseille également. Mais voilà, celui-là, c'est un peu le classique. Et aussi, ça m'est pensé, ouais, parce que que tu es en train de voir un peu sa page. Elle a joué, elle a même du coup joué de la musique dans un film qui s'appelle Sound of Metal, qui est un film sur un batteur qui perd progressivement l'audition, en fait, voilà, à la suite d'un choc auditif. Donc voilà, voilà, le cinéma est quand même relié. Et donc, bah, du coup, on va vous laisser aussi sur un extrait du coup d'un des sons de l'album Bestial Burden, donc même le son éponyme Bestial Burden. Voilà, donc comme ça, vous pourrez un peu voir un petit peu cette ambiance très noire. Et voilà, donc nous, on vous dit du coup à peu près à dans un mois, avec un choix de film qui reste encore mystère, mais suivez-nous sur Instagram pour un peu en savoir plus. Et voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify pour le référencement, et surtout à le partager auprès de vos amis pour que les joies de l'horreur et surtout du body horror continuent voilà, à se propager, à suivre. Faites passer la bonne parole, allez voir des films en salle. Et voilà, est-ce que tu as un mot à rajouter? Faites du body horror votre hobby d'aurore. Merveilleux. Merci à tous, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée et à très vite.